Sur le nouveau chapitre, donc sur le nouveau prési, donc sur tout ce qui est technique d'intégration. Alors, je sais pas où est-ce qu'on en s'arrêtera aujourd'hui, hein, puisque bon, on va voir, jusqu'où on va, mais pour l'instant, on va parler de primitive d'une fonction continue. Qu'est-ce que c'est qu'une primitive? Alors je vous ai mis, en lien aussi, hein, des polys, vous les regarderez peut-être après, peut-être c'est important de suivre et n'hésitez pas à poser des questions, vous pouvez m'interrompre, c'est pas grave du tout, si jamais il y a quelque chose qui vous pose problème. Alors je vais prendre une fonction d'une variable réelle, hein, qui va de R sur R du coup, hein. Qu'est-ce qu'on appelle une primitive, d'une fonction, dérivable? Eh bien c'est tout simplement, la fonction grand F qui lorsque je la dérive, je trouve petit f. Donc, grand F va être ce qu'on appelle une primitive de petit f. Alors ça, il faut que ce soit valable pour n'importe quel x réel, évidemment, hein, faut que ce soit valable partout. Oui. Est-ce que l'inconnu dans le tuyau a quelque chose à dire ou on peut continuer, c'est bon? Alors, il y a de l'écho, hein, faites gaffe. Allez, je vous laisse un peu régler votre technique là, pour que ce soit agréable pour tout le monde. Merci. Alexis et Mathéo. Allez, ils vont corriger ça, c'est pas grave. Ainsi, la fonction f, en fait, elle va être connue, parfois pas entièrement, mais elle va être connue par sa dérivée. Donc, le problème essentiel qu'on va devoir avoir, c'est trouver grand f, connaissant sa dérivée f', en fait. Hein. Le tout va être de déterminer donc la fonction qui, lorsqu'on la dérive, on a petit f. Alors, on a petit f au départ, et le but du jeu, c'est de trouver une fonction qui, lorsqu'elle va être dérivée, va donner petit f. Donc on parle ici d'une fonction qu'on ne connaît pas au départ. Donc, voyons sur un exemple, ça va être un petit peu plus concret. Si je prends la fonction f de x qui à tout x associe 0, donc c'est ce qu'on appelle la fonction nulle. On va donc chercher une fonction, grand F, dont la dérivée est nulle. Je peux prendre, par exemple, une constante, une fonction constante égale à petit a. Si je la dérive, la dérivée de petit a par rapport à x, ça fait 0. Donc on va dire que grand F est une primitive. Alors pourquoi on dit une et pas la primitive? Parce qu'il y en a une infinité. Hein. Pour n'importe quelle fonction constante, sa dérivée est nulle. Donc du coup, j'ai pas une. Sa dérivée est nulle. Donc, J'ai pas une. attention à l'écho. Donc en fait, ici je dis bien une primitive et pas la primitive, tout simplement parce que elle n'est pas unique. Si vous prenez par exemple la fonction grand f de x égale à 5, si vous la dérivez, vous avez 0. Donc la fonction qui a n'importe quel x associe 5, c'est une primitive. Mais si je prends une autre fonction grand g de x égale à 4, si vous la dérivez, vous avez aussi f de x, petit f de x égale à 0. Donc c'est aussi une autre primitive. Donc toute fonction constante va être une primitive de la fonction nulle. Donc voilà, c'est ce que j'étais en train de dire, il y a une infinité de primitives. Alors si maintenant je prends une autre fonction, hein, la fonction identité, c'est-à-dire qui a x associé lui-même, qu'est-ce qui va se passer? Moi je cherche une fonction qui, lorsque je la dérive, va me donner x. Donc vous avez un peu l'habitude de dériver, si vous cherchez un petit peu dans toutes les fonctions que vous connaissez, si je prends la fonction carré, en la dérivant, hein, si je dérive x au carré par rapport à x, je vais avoir 2x. Donc il y a le coefficient 2 qui vient m'embêter, mais c'est pas grave, puisqu'on sait que quand on dérive un scalaire, hein, en produit devant une variable, en fait, ce scalaire, il n'est pas impacté par la dérivation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre x carré sur 2. Si je dérive x carré sur 2, en dérivant x carré, ça va me donner 2x, qui va se simplifier avec le sur 2, et donc je vais obtenir plus que x. Mais si je prenais une fonction x carré sur 2 plus une constante, si je dérive ça, eh bien, comme la constante en dérivation va donner 0, je trouve aussi petit f de x. Je vais trouver aussi, comme ces deux fonctions grand f là, que je vous ai mises, je trouve exactement la même dérivée, je trouve x. Donc ces deux grand f
sont des primitives de petit f. Donc en fait, là, on voit, on le verra après, que 2 primitives, si on en a une, on peut avoir les autres avec juste une constante à rajouter. Elles ne vont être différentes que par l'ajout d'une constante. Elles sont égales à une constante près. Est-ce que ça va pour tout le monde pour l'instant? Oui, ça va. Bon. Alors on continue. On va essayer de démontrer que si j'ai trouvé une primitive grand F à ma fonction petit f, les autres, elles sont toutes égales à une constante près. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais considérer 2 primitives de ma fonction petit f. Je vais les appeler grand F et grand G. Par définition des primitives, si je les dérive, j'ai petit f. Donc j'ai grand F' de x qui vaut grand G' de x qui vaut petit f de x. Donc l'idée, ça va être de faire la soustraction. Grand F' de x moins grand G' de x. Ça, je peux définir une nouvelle fonction. Hein, c'est donc la fonction f moins g que je dois dériver, calculer en x. Et puis comme les deux sont égales, bah, ça fait 0. Est-ce que vous m'avez suivi là pour l'instant? Pas de questions? Non. Bon. Donc du coup, je viens de trouver une fonction dont la dérivée est nulle. La fonction, c'est grand F moins grand G. Si la dérivée de la fonction est nulle, ça veut dire que c'est une fonction constante, ma fonction grand F moins grand G. Ça veut dire que bien grand F moins grand G de x est égal à une constante. Autrement dit, f de x moins grand G de x égale à une constante. On a donc bien les deux fonctions égales à une constante près. Donc toutes les primitives de petit f, ça va être les fonctions grand F plus une certaine constante. Alors, pour l'instant, je dirais que les constantes là dans nos intégrales, ça va plus nous embêter qu'autre chose. Vous allez vous dire, mais à quoi ça sert? Quand on va intégrer, on va chercher des primitives surtout, on va dire toujours, il ne faudra pas oublier cette histoire de constante. Pourquoi? C'est parce que quand on va évoluer dans le chapitre, quand on aura fini avec les primitives, on va faire ce qu'on appelle des équations différentielles. Et les équations différentielles, vous y avez sans doute déjà touché en physique, en méca, etc. En fait, cette histoire de constante, c'est ce qui va nous donner les conditions initiales, par exemple. Hein. Si vous avez, par exemple, la position, si vous dérivez la position par rapport au temps, vous avez la vitesse, et ainsi de suite. Eh bien, toutes ces conditions initiales, si vous avez une vitesse nulle au départ ou quand vous lâchez un objet sans vitesse initiale, ben, tout ça, toutes ces conditions de départ, ça va être lié avec les constantes. Donc, il ne faudra pas surtout les oublier, en fait. Donc, comment on va noter ces primitives grand F? En fait, on a un symbole somme, hein, le S comme ça, assez étiré, c'est l'intégrale. Donc ici, on va dire que c'est l'intégrale de f de x dx. Alors pourquoi dx? Tout simplement parce que c'est par rapport à la variable par laquelle on intègre, d'accord? On verra ça après, plus dans le détail. Voyons quelques exemples. Pardon. Si je vous demande de déterminer une primitive de x carré, donc je la note comme ça, hein, intégrale de x carré dx. Qu'est-ce que ça va me donner? Une primitive de x carré. Je cherche une fonction qui, lorsque je la dérive, va me donner x carré. C'est x cube sur 3. Si vous dérivez x cube sur 3, le x cube en dérivé, ça fait, vous descendez la puissance, ça fait 3, et vous diminuez d'une unité l'exposant, donc x puissance 3 moins 2. Donc ça fait bien 3x au carré, la dérivée de x cube. Puis comme il y a 1 sur 3, le 3 va s'éliminer, il va bien vous rester x carré tout seul. Donc une primitive de x carré, c'est x cube sur 3. Donc toutes les primitives vont être égales à x cube sur 3 plus une constante d'après ce qu'on vient de voir. Est-ce que ça va? Ça va. Nickel. Les autres, n'hésitez pas à répondre. Hein. Ça prouvera on n'est pas que deux, quoi. Alors ensuite, maintenant, je dois déterminer une primitive de sinus x. Alors je vais vous donner une petite astuce. Alors une primitive de sinus x, c'est moins cos x. On va voir après comment on peut se souvenir de tout ça, de toutes les primitives
sur un petit schéma, vous allez voir. Bon, une primitive de sinus x pardon, c'est moins cos x. Donc, bien, toutes les primitives vont donc s'écrire moins cos x plus une constante. Alors, toute fonction continue, c'est un théorème. Si votre fonction elle est continue, eh bien, vous pouvez trouver une primitive à cette fonction. C'est un théorème. On va l'admettre. On va dire que toutes les fonctions qu'on connaît à peu près, hein, les polynômes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un polynôme? C'est quand vous avez a, x puissance n plus b, x puissance n moins 1 plus c, etc., jusqu'à une constante a0, par exemple. Tout ça, les fonctions polynômes, ce sont des fonctions continues. La fonction exponentielle, les fonctions trigonométriques, la fonction logarithme népérien. Faites attention, hein, ln de x, il faut qu'il soit strictement positif, donc ça n'existe pas pour un x négatif. Donc elle est continue sur 0 non compris plus l'infini. Donc généralement, qu'est-ce que c'est qu'une fraction rationnelle? Eh bien, c'est un polynôme divisé par un autre polynôme. Tout ça, ce sont des fonctions continues, généralement sur leur domaine, bien sûr, de définition. Alors, on va avoir besoin d'un petit formulaire. Je vous en rendrai un pour les TD. Donc voilà, sur la colonne de gauche, vous avez la fonction, et sur la colonne de droite, vous avez les primitives, toujours égales à une constante près. En fait, si vous lisez le tableau à l'envers, hein, là on va le lire de la gauche vers la droite, mais si vous le lisez de la droite vers la gauche, vous avez le tableau des dérivées, ni plus ni moins. Donc c'est le tableau inverse des dérivées, le tableau des primitives. Alors voilà mon petit schéma qui va vous expliquer un petit peu. Alors ça, c'est un cercle trigonométrique. Là, vous savez que sur l'axe des abscisses, on va lire le cosinus. Hein, si vous mettez un angle ici, un angle x ici, hein, ici la valeur de cet angle que je suis en train de vous montrer, ça va être x. Vous lisez en projetant sur l'axe des abscisses, vous lisez la valeur de cosinus x. Bon, le cercle trigonométrique, il est orienté. Le sens positif, c'est celui de la flèche, d'accord? Le plus, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous l'avez appris. Eh bien, P positif, c'est comme primitive. Donc en fait, une primitive de cosinus x, ça va être sinus x. Une primitive de sinus x, ça va être moins cosinus x. Une primitive de moins cosinus x, ça va être moins sinus x. Et une primitive de moins sinus x, ça va être cosinus x. En tournant dans le sens trigonométrique, le sens positif, vous avez les primitives. Vous cherchez la primitive de sinus x, par exemple, vous prenez sinus x, vous tournez dans le sens positif. Et puis vous avez votre solution ici, on l'a fait tout à l'heure en exercice. Eh bien, puisque vous tournez dans le sens positif pour avoir les primitives, alors souvenez-vous que P positif, P primitive, hein, c'est comme ça, c'est un petit procédé mnémotechnique. Sens inverse, c'est-à-dire celui des aiguilles d'une montre, vous allez avoir les dérivées. Par exemple, la dérivée de sinus, c'est cosinus, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, et ainsi de suite. Est-ce que vous connaissiez cette petite astuce? Oui. Bon, c'est bien. Vous l'avez déjà dit ou vous la connaissiez déjà de la terminale? Terminal. J'avais vu ça en troisième. Oh, magnifique. Ah C'est ouais. bien. Bon, pour ceux qui connaissent pas, voilà, c'est pas toujours connu. Donc voilà. Alors les formules fondamentales. Si j'ai une fonction qui est dérivable, la primitive de la dérivée, c'est la fonction normale. À une constante près toujours. Ensuite, on a déjà fini notre premier paragraphe sur les primitives d'une fonction continue. Cette partie-là. Avez-vous des questions pour l'instant? Non. Tout est Bon. clair. Bon, c'est magnifique. Alors nous, ce qui nous intéresse, ça va être de développer des techniques avec des fonctions. Au départ, notre premier TD, vous allez voir, ça va être, on va chatouiller un peu à la fin du TD des petits trucs un peu compliqués, mais bon, pas des masses non plus. Mais le but du jeu, ça va être de trouver des techniques qui vont marcher, des techniques infaillibles. Si vous avez par exemple un polynôme fois une exponentielle, comment on fait? Si vous avez une fonction trigonométrique élevée à une certaine puissance, comment on fait? On va devoir développer des techniques, et puis il va falloir avoir des mécanismes, hein, essayer de savoir-faire, de développer des savoir-faire. Alors les différentes techniques d'intégration. Alors, on va vous regarder un petit peu toutes les propriétés des intégrales qui vont nous permettre justement d'intégrer.
Donc si je prends deux fonctions qui admettent des primitives, donc elles sont continues, donc elles admettent des primitives, eh bien, j'ai une linéarité, on a vu ce que c'était la linéarité dans le précédent paragraphe, dans le précédent gros chapitre. J'ai une linéarité de l'intégrale, c'est-à-dire que si j'ai alpha f plus bêta g à intégrer, ben le alpha, je peux le sortir de l'intégrale, et puis je peux décrire que c'est donc alpha l'intégrale de f plus bêta l'intégrale de g. Je vous ai épargné les x et des x, etc., mais vous avez compris le principe. Ici, ce qu'on doit voir, c'est qu'il y a une somme, que la fonction f elle est multipliée par un scalaire, la fonction g est multipliée par un scalaire bêta. Donc ce que j'ai le droit de faire, bien, c'est déjà, je vais couper ma somme en deux, et puis je vais pouvoir sortir mon scalaire qui, lui, ne dépend pas, attention, c'est une constante, il n'y a pas de x là-dedans, hein, d'accord? Donc je vais pouvoir sortir de mon intégrale les constantes qui ne dépendent pas de x. Donc alpha et bêta, hop, je les mets devant l'intégrale. Donc on peut démontrer ça. Alors je vais prendre f et grand G petit g. Donc je vais essayer de dériver en fait la fonction alpha grand F plus bêta grand G. Donc la dérivation, elle est linéaire. Ça, je le sais, je l'ai déjà appris. Donc je vais pouvoir l'utiliser. Je vais donc écrire que c'est alpha F' plus bêta G'. Et puis, puisque F, c'est une primitive de petit f, grand F', ça fait petit f. Et grand G', pour les mêmes raisons, ça fait petit g. Donc je viens de trouver une fonction qui est là à l'intérieur de ma parenthèse, qui, lorsque je la dérive, me redonne alpha petit f plus bêta petit g. Donc par définition, par application de ce qu'on a vu au précédemment, eh bien, je viens de démontrer, donc c'est linéaire. L'intégration est linéaire. Alors là, ça va nous permettre d'intégrer tous les polynômes. Parce qu'en fait, les polynômes, qu'est-ce que c'est? Je vous ai rappelé, hein, c'est an x puissance n plus an-1 x puissance n-1 plus etc. plus a1 x puissance 1 plus a0. Donc en fait, on n'a que des plus, donc on va pouvoir, comme ça, intégrer terme à terme les polynômes, tout en sachant que je vais simplement sortir les constantes à chaque fois, donc ça va être assez facile pour intégrer les polynômes. Un petit exemple. Imaginons, voilà mon petit polynôme. Il est de degré 3. Pourquoi degré 3? C'est le plus haut des exposants. Donc ici, j'ai x cube plus 3x carré plus 2x plus 3. Donc ici, je vais linéariser mon intégrale. Donc c'est-à-dire que je vais pouvoir à chaque fois découper mon intégrale en 1, 2, 3, 4, autant qu'il y a de termes dans ma somme. Donc voilà ce que j'ai pu écrire. Alors ici, je m'aperçois que 3, c'est une constante par rapport à x, 2, c'est une constante, et le 3 aussi ici. Je vais pouvoir les mettre devant mon intégrale, pouvoir les sortir de l'intégration. Et puis après, ici, si j'écris rien, c'est 1 dx, hein, faut pas l'oublier. Donc une primitive de x cube, c'est x puissance 4 sur 4. Une primitive de x carré, c'est x puissance 3 sur 3. Une primitive de x, c'est x carré sur 2. Une primitive de 1, c'est x. Donc je vais pouvoir comme ça intégrer. Et donc je vais trouver x puissance 4 sur 4, plus etc. Tous les termes que j'ai listés, avec les coefficients, il ne faut pas les oublier. Hein. Preuve, c'est que... Non, j'ai rien oublié. Puisque en fait, x carré, une primitive, c'était x cube sur 3, donc avec le 3, ça s'élimine. Et ainsi de suite. D'accord? Alors, il ne faut pas oublier le plus c, hein, puisque ici, je ne suis pas dans une intégrale entre bornes. Donc ici, je cherche sur une primitive, je suis en train de chercher des primitives. Donc il ne faut pas oublier que ici, on peut toujours dire qu'il y a un 0 ici qui traîne. Et donc une primitive de 0, c'est une constante. Il ne faut pas l'oublier. Toutes les primitives sont égales à une constante près. Alors maintenant, imaginons que j'ai ça. Je vais utiliser aussi la linéarité de l'intégrale. Faites attention ici, il y a une petite erreur. Hein. Ne lisez pas le dx qui est ici, là. Il ne doit pas être là. C'est un petit coup de blanc parce que... Donc si je linéarise mon intégrale, je prends celle-ci,
Donc l'intégrale de sinus x dx plus l'intégrale de cosinus x dx, ben, je cherche dans mon cercle trigo, j'imagine, hein, chez mon cercle trigo, le sinus il est en haut, primitive on tourne dans le sens positif, une primitive de sinus c'est moins cosinus. Et sur mon cercle trigo, si j'imagine la croix, sinus est à droite, donc je vais tourner dans le sens P positif primitive, donc une primitive de cosinus c'est sinus. Il ne faut pas oublier la constante d'intégration. Donc une primitive de sinus x plus cosinus x, c'est moins cosinus x plus une constante. Est-ce que ça va pour l'instant? Ça va. Bon, ça va pas trop vite pour tout le monde? Ça va. Ça va. Ouais, c'est très bien. Bon, ça marche. On continue. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Notion, comment intégrer. Parfois, il y a des fonctions qui marchent bien avec ce qu'on appelle une intégration par partie. Il faudra les reconnaître, les fonctions qui vont bien s'intégrer en utilisant l'intégration par partie. Alors là, voilà la proposition qui va vous donner intégration par partie. Donc la formule est la suivante, hein, l'intégrale de fg', eh bien c'est la fonction fg moins l'intégrale de f'g. Alors qu'est-ce qu'on constate? En fait, on constate que là, ça je vais l'avoir au départ. Il faudrait avoir une fonction multipliée par une autre qu'on va considérer comme une dérivée. Donc il faudra en trouver une des deux qui soit facile à intégrer. Par exemple, il faut que G, elle soit facile à trouver, plus que celle de F. F, elle, si on constate, on la dérive, on va la dériver à un moment donné, formule, tandis que G, on va trouver ici, à cet endroit-là et à cet endroit-ci, on va trouver une de primitive. Donc il faut reconnaître une fonction, peu importe laquelle, qu'on sache dériver, ça, généralement on sait toujours le faire. Par contre, ce qui est plus délicat, c'est que sous l'intégrale qu'on vous donne, il va falloir trouver une fonction qui va être assez facile à intégrer toute seule. C'est la fonction G'. On doit intégrer pour trouver G. Donc, on va regarder un peu ce que ça donne. Déjà une démonstration. Donc, imaginons, je prends un produit à dériver. Vous connaissez tous votre formule de dérivation d'un produit. Vous l'avez peut-être appris avec UV, hein, la dérivée de UV, c'est U'V plus UV'. Donc si je le fais avec f et g, ça revient au même, ça fait f'g plus fg'. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que si deux fonctions sont égales, les primitives, elles sont égales à une constante près. Donc je vais prendre la primitive la plus simple, celle où la constante est nulle, hein, je ne vais pas m'embarrasser ici avec une constante. Donc j'intègre de chaque côté. Je vais écrire mon symbole intégral, j'intègre en fond x. Donc je le mets à ce terme, au premier membre qui est tout seul, et puis là je le mets évidemment avec la linéarité. J'ai utilisé directement la linéarité, je l'ai mis à cet endroit-là, mon intégrale, et à cet endroit-ci. J'utilise la linéarité là sans le dire, hein. Donc si je regarde bien, en fait, par application de la formule fondamentale ici, la primitive d'une dérivée, c'est la fonction qui est sous la dérivée. Donc ici, on a fg égale donc l'intégrale de f'g plus l'intégrale de fg'. Alors pour arriver à notre fonction qui est là dans la proposition 3, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire changer ceci. Il faut que je change de membre, il faut que je le mette de l'autre côté. Je vais avoir ma formule d'intégration par partie. D'accord? Si ce que je suis en train de vous montrer là avec la souris, je vais le changer de membre, je vais faire passer de l'autre côté, et donc avoir fg moins l'intégrale de f'g qui va être égale à celle qui reste, qui est égale à l'intégrale de fg'. Ici. Est-ce que ça va pour la démonstration? Est-ce que vous avez compris l'esprit de la méthode? Je ne parle pas de l'intégration par partie, on va avoir des exemples. Hein, Oui, c'est bon. Oui. Alors, un exemple. Imaginons, je dois calculer une primitive de x exponentielle. Alors, il y en a une qui est... Elles sont toutes les deux faciles à intégrer, que ce soit la fonction identité à x, la fonction exponentielle. Bon, mais maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais poser f de x égale x, ici, et la fonction dérivée, c'est exponentielle x. La fonction g', c'est exponentielle x.
Donc je vais déjà dériver f. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle. La primitive aussi, d'ailleurs. Elle est identique à elle-même. Donc la primitive de exponentielle x, c'est exponentielle x. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ma formule d'intégration par partie. Donc, je vais écrire que l'intégrale de x exponentielle x, l'intégrale donc de fg', si vous vous souvenez bien, c'est fg, donc ça va nous donner x exponentielle x, moins l'intégrale de, on a changé le prime de côté, donc de f', g. Donc si on écrit ça, on a ma formule. Donc si je l'applique avec ici mon petit quatuor là, de fonctions, ça fait x exponentielle x moins l'intégrale de 1 fois exponentielle x dx. Et donc là c'est facile, j'écris plus le 1, une primitive d'exponentielle x c'est elle-même, donc du coup voilà ce que je peux faire. Alors je pourrais même factoriser par exponentielle x si je veux savoir un signe ou peu importe, ça peut être intéressant de factoriser, mais bon, ça c'était pas l'objet de la question. Est-ce que ça va? Bon là on a pris un exemple simple, des fois ce sera un petit peu plus compliqué, mais... Oui, ça va. C'est bon? Ça va toujours. Bien, nickel. Alors voyons un autre exemple. Une primitive de x sinus x. Alors ce que je vais prendre moi c'est comme fonction dérivée prime égale sinus x. Donc on y va. On dérive f, donc on obtient la dérivée de x, ça donne 1. On intègre g', donc pardon, une primitive de sinus x, c'est moins cosinus x. Souvenez-vous du petit cercle Trigo. Donc j'utilise ma formule d'intégration par partie, qui est la suivante. Et donc si je complète, alors dans le polycopier, si vous suivez en même temps, je ne sais pas si vous avez l'opportunité d'imprimer, il y avait des petits trucs manquants. Après, avec le replay que vous allez avoir, vous allez pouvoir compléter vos polycopiers, mais ce n'est plus ni moins que ce qu'on est en train de faire. Donc ici, si je remplace, ça nous donne donc fx multiplié par g, donc par moins cosinus x, donc ça fait moins x cos x, moins l'intégrale de f'g, donc moins l'intégrale de 1 fois multiplié par moins cosinus x. Donc ça va nous donner, après calcul, ceci. Et puis une primitive de cosinus x, eh bien sinus x. Donc voilà ce qu'on obtient comme primitive de ma fonction x sinus x. C'est moins x cos x plus sinus x plus une constante. C'est bon? Ça vous revient en mémoire l'intégration par partie? C'est dans la boîte. Bien. Je suis dans la boîte. Alors ensuite, alors ça c'est un classique, c'est un polynôme. Alors ici il se réduit, c'est un monôme, mais un polynôme multiplié par une fonction exponentielle. Donc on va voir pas mal de choses là-dessus. Donc là c'est vos premiers contacts avec ça. Donc pareil, on va donc poser la fonction qui est assez facile à intégrer, c'est l'exponentielle, parce qu'elle est identique à elle-même. Donc voilà ce qu'on pose. On dérive x carré, ça fait 2x. On intègre exponentielle x, c'est toujours exponentielle x. J'utilise donc ma formule d'intégration par partie. Donc l'intégrale de x carré exponentielle x. Ça fait donc la fonction f de x fois g de x, donc x carré exponentielle x, moins l'intégrale de f' de x g de x, donc moins l'intégrale de 2x fois exponentielle x. Je peux sortir le 2. Et puis du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On voit qu'on a évolué là. On a un petit peu avancé parce qu'on est passé d'une fonction polynôme de degré 2 fois une exponentielle. J'ai calculé, donc ça c'est bon, ça m'embête plus. J'ai encore une intégrale à calculer. Et je vois ici que j'ai descendu le degré. L'intégration par partie, faite dans ce sens-là, elle a permis de descendre le degré du polynôme. Donc, ce qu'on va faire, qui peut me dire un peu une idée peut-être? Alors, du coup, on reprend le calcul qu'on avait fait juste avant et on remplace l'intégrale de x. Voilà. Mais si on l'avait pas fait, tout à fait, c'est ça. Et on le fait sur le côté.
Ouais, on pourrait refaire une deuxième intégration. À chaque intégration par partie que je vais faire, je vais descendre le degré du polynôme. On pourrait imaginer un polynôme de degré 5, eh bien, on ferait 5 intégrations par partie jusqu'à en venir à bout, quoi. Donc, mais là, on l'a déjà fait, l'intégrale de x exponentielle x, hein, on l'a déjà fait dans un exemple précédent. Donc, on va utiliser notre résultat, et donc du coup, qui est ici, hein, que j'ai rappelé. Donc, on va remplacer. Donc, ça nous fait l'intégrale de x carré exponentielle x dx. C'est x carré exponentielle x moins 2 fois tout ça. Donc, en utilisant la règle des signes en multipliant par 2. Alors j'ai dit C1, ça ne change pas grand-chose, hein. C'est juste parce qu'en fait, C1, c'est moins 2 fois C. C'est tout. Donc c'est une constante différente de la toute première. Mais si on ne l'avait pas vu, la constante, elle reste une constante. Voilà. Alors attention. Attention au choix. Vous avez vu qu'il faut choisir une fonction considérée. Parfois, si on se trompe on ne fait pas le bon choix, on peut trouver une intégrale qui est plus compliquée que celle de départ. Imaginons dans x exponentielle x, si je croise en fait mon choix, hein, par rapport à celui de tout à l'heure, si g(f) de x égale exponentielle x et que je prends g' égale x, je peux bien sûr, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, la dérivée d'exponentielle c'est elle-même, et puis intégrer x, c'est pas très compliqué, c'est x carré sur 2. Donc si j'utilise cette formule, bien voilà ce que j'obtiens. Formule d'intégration par partie, hein, donc fg moins l'intégrale de f'g, ça vous donne ceci. Alors en fait, on s'aperçoit que ici, je peux sortir le 1,5 par exemple de là, mais j'avais un polynôme de degré 1 fois une exponentielle et je me retrouve avec un polynôme de degré 2 fois une exponentielle. C'est plus compliqué. J'ai pas du tout simplifié la tâche par mon choix de départ. Donc il faut faire attention. Parfois vous vous tromperez, c'est pas grave, vous ferez marche arrière et puis vous changerez, vous croiserez votre choix. Tout le monde comprend, hein, vous avez une fonction à dériver, une fonction à intégrer, vous avez 2 choix possibles, donc si vous n'avez pas fait le bon, c'est pas grave. Venez sur vos pas. Y a-t-il des questions par rapport à l'intégration par partie? Qui doit être un rappel de terminale. Est-ce que quelqu'un de STI2D peut me dire s'il a vu l'intégration par partie? Lucien, on t'écoute. Je pense qu'en fait, dans l'amphi, nous sommes 3. Bon, Lucien, alors. Je pense que dans l'amphi, nous sommes 3. Monsieur, j'étais en STI et on a fait l'intégrale, mais pas par partie personnellement. D'accord, ok. Merci Alexandra. Et Lucien vient de m'envoyer un message, il ne l'avait pas vu non plus. Bon, d'accord. Moi, monsieur, j'étais en SSVT et puis on n'a pas fait comme ça. On a vu les intégrales et puis les primitives, mais pas de cette manière-là. Ouais, c'est normal. En fait, l'intégration par partie, c'est programme de S. D'accord? Donc là, je m'adresse à hors S. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Parce que pour les gens qui viennent de Terminal S, voilà, c'était dans leur pratique l'année dernière. C'est juste un rappel. Pour les autres, c'est vraiment de la nouveauté. Donc, est-ce que vous avez bien compris l'esprit de la formule? Moi, monsieur, j'étais en SSI, on l'a pas vu, mais je l'ai vu en prépa, moi, ça, l'intégration par partie. D'accord. Bon. Ok. Ouais. Ça doit être peut-être, ça fait partie peut-être de les options maths, alors peut-être. Je ne sais c'est pas. ça. Nous, on l'a démontré en 10 pages, cette formule. Enfin, voilà. D'accord. Ok. Bon. Nous, on est en unité, on va pas passer 10 pages. Plus light. Sinon, je vais vous perdre. Ça marche? Est-ce qu'on peut continuer? S'il n'y a pas de questions, je continue. Let's go. Allez. Deuxième façon de faire, enfin une troisième façon, parce que dire qu'une normale en utilisant les formules, c'est une première méthode. La deuxième méthode, c'est de faire une intégration par partie. Là, on va voir une troisième façon de faire, c'est ce qu'on appelle le changement de variable. Alors, il va falloir prendre des précautions, il va falloir juste faire attention à quelque chose. On va d'abord rappeler la formule de la dérivée d'une fonction composée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous rappeler quand même ce que c'est qu'une fonction composée. Bougez pas. Prendre ma
tablette. Hop. Hop. On va pas regarder Toy Story quand même. Tac. Alors, on va prendre un nouveau truc. Alors, pour rappel, ce que c'est qu'une fonction composée. Alors, les fonctions composées. Donc, la notation, c'est f. C'est la notation. Il faut savoir qu'en fait, la première que vous avez écrite, f, c'est la dernière qu'on va faire. En fait, on va prendre un élément x d'un ensemble de départ. On va lui appliquer la fonction g. On va avoir g de x. Et à cet élément-là, on va le passer à la moulinette par la fonction f. Donc en fait, on va comprendre pourquoi on note f rond g, tout simplement parce que, eh bien, ça, je vais avoir f de qui? De g de x. L'élément que j'ai rentré, moi, c'est g de x. Donc il doit sortir f de l'élément que j'ai rentré, donc f de g de x. Et donc ça, c'est f rond g de x. D'accord? Ça, c'est le rappel d'une fonction composée. Je vais donner un exemple. Imaginons, je prends f de x égale x plus 3, et g de x égale exponentielle x, par exemple. Donc, imaginons, je prends mon élément x, et je lui applique d'abord la fonction g. Si je fais suivre par la fonction f, si ça c'est un grand x, imaginons, la fonction f, elle va me donner quoi? Elle va me donner grand x. Grand x c'est exponentielle x, donc je vais avoir exponentielle. Donc en fait, je vais avoir que f rongé de petit x est égal à exponentielle x, plus loin, plus 3. Maintenant, faisons le contraire. Donc ici, passer de là à là, j'ai f rongé. Maintenant, imaginons, je vais faire le contraire. Je prends toujours mon élément de départ, c'est x. Je vais lui appliquer la fonction f. Donc la fonction f, on ajoute 3 à la valeur d'entrée. On ajoute 3 à x. Puis ensuite, j'applique ma fonction g, qui est l'exponentielle. Donc si ça c'est un grand x, je vous rappelle que la fonction g, elle va associer exponentielle de grand x. Donc ici, mon grand x c'est x plus 3, donc je vais avoir exponentielle de x plus 3. Alors faites attention, ça s'écrit presque pareil, mais le plus 3 il n'est pas du tout au même endroit. Donc en fait ici j'ai g passé de là à là, j'ai g rond f. Donc g rond f de x est égal à exponentielle de x plus 3. 3 il est en haut là. Donc vous voyez que c'est pas du tout la même chose. Donc faites attention, on n'a pas le droit de permuter, ça change toute la chose. Ça va? Petit rappel pas inutile ou inutile? Utile. Bon, bien. Donc ici, on va rappeler la formule de la dérivée. Donc la dérivée de f rongé, c'est f' de g de x. On doit multiplier par la dérivée de ce qui est à l'intérieur ici, donc la dérivée de g. Donc regardons un peu ce que ça donne. Imaginons que x, ça s'écrit comme une fonction dérivable x de t, d'accord? Ça en méca ou en... Ça, vous avez sans doute ce genre de choses. Donc, imaginons que x, c'est la position, elle est variable en fonction du temps. Donc, vous avez x, la position, qui dépend du temps. Donc, imaginons que je dois intégrer, en fait, f de x dx. Mais x étant une variable qui dépend du temps, en fait, j'ai f de x de t, x' de t, dt. Donc là, vous voyez qu'ici, j'ai un changement de variable. Je dérivais par rapport à x, et là, du coup, je dérive maintenant par rapport à t. Donc, il faudra faire attention à ça. OK? Alors, on va essayer de démontrer. Alors, ça provient de la formule de dérivation. Oh, je le fais pas
pas si j'ai zappé ou... Ouais, je l'ai pas dans mon prési, ou on le fera peut-être en TD. Vous, c'est plus des exemples qui vous intéressent. Donc, imaginons, moi j'ai l'intégrale de 1 sur x moins 2 dx. Alors, ce que je vais écrire, moi, c'est que je vais poser comme changement de variable petit t égale x moins 2. Donc, dans ce cas-là, si je dérive, si j'écris en fait x c'est t plus 2. Donc, quand je vais dériver x par rapport à t, la dérivée de t plus 2, ben, ça fait 1. Donc, j'ai tout ce qu'il faut maintenant pour pouvoir appliquer mon changement de variable. Donc, je vous rappelle, je vous ai remis la formule qui est là. Hein. Il faut la prendre. Donc, si j'utilise mon changement de variable, ça me donne l'intégrale de 1 sur x moins 2 dx. C'est égal à quoi? Eh bien, x moins 2, je l'ai appelé t. Donc, ça va faire 1 sur t. Et x' de t dt, ça donne 1 dt. Alors, ici, le 1, je n'ai pas la peine de l'écrire. Hein. C'est quoi une primitive de 1 sur t? Par définition, c'est la fonction logarithme népérien. Alors, il faut être sûr que t soit positif, hein, sinon ln de t n'a pas de sens. C'est pour ça qu'on a mis des valeurs absolues. La primitive de 1 sur u, c'est le logarithme de valeur absolue de u. À une constante près, évidemment. Donc voilà, j'ai réussi à intégrer par un changement de variable. Alors, c'est pas fini, parce que bon, moi, ma variable au dtx, là, je me retrouve avec un t. Il faut que je remplace après. Après, il faudra que je remplace, puisque t, on l'a défini en étant x moins 2. Si je réinjecte à la place de t x moins 2, voilà ce que j'obtiens. Voilà l'esprit des changements de variables. Alors maintenant, regardons un autre exemple. J'ai racine carrée de 1 moins x carré d. Ça va être de traficoter ce 1 moins x carré. Alors, c'est une fonction qui est définie pour moins 1, puisque je vous rappelle que pourquoi la racine carrée existe si en dessous de la racine, c'est positif. 1 moins x carré, c'est une identité remarquable, c'est 1 moins x facteur de 1 plus x. Faites un petit tableau de signes, vous allez vite vous comprendre pourquoi c'est positif entre moins 1 et 1. Donc, le changement de variable qu'on va faire, et ça, faut avoir un peu de nez, mais vous allez voir, l'expérience, ça va venir, c'est de poser x égale cosinus t. Donc, si je pose x égale cosinus t, hein, x de t, puisque si changement de variable, donc x, je considère que c'est cosinus t, x carré, bah, ça va me donner quoi? Ça va me donner cos carré t. Et 1 moins cos carré, ça doit faire tilt chez vous, c'est ce qu'on appelle la propriété. C'est dérivé de la propriété fondamentale. Vous savez que pour n'importe quelle valeur alpha, cos carré alpha plus sinus carré alpha, c'est égal à 1. Donc 1 moins cos carré, ben, on voit que sous la racine carrée, on va pouvoir écrire un sinus carré. Et donc avec la racine, ça va se simplifier. Là, il faut avoir un peu de nez, il faut avoir un peu d'idée, mais ça va venir. Donc revenons à notre changement de variable. Donc x égale cosinus t. Si je dérive x par rapport à t, je vais donc avoir moins sinus t. Souvenez-vous du petit cercle trigo, tourne dans le sens inverse positif, donc dans le sens des aiguilles. Donc si je réinjecte, ça fait donc 1 moins cos carré t. Et ça, d'après la propriété fondamentale, puisque cos carré plus sinus carré, ça fait toujours... Eh bien voilà ce que j'ai. Alors nous, on est entre... x appartient à moins 1. Donc ça veut dire quoi pour t? Ça veut dire qu'en fait, quand vous êtes sur un cercle trigonométrique, le sinus, l'axe des sinus, c'est l'axe vertical. On est entre moins 1 et 1, ça veut dire que si x appartient à moins 1, t bien, doit appartenir à 0π. Et donc dans ce cas-là, sur 0π, bien, sinus t, il est positif ou nul. Alors, pourquoi c'est important de voir ça? Tout simplement parce que je vais devoir simplifier ma racine carrée. Alors on veut savoir si c'est sinus t, parce que le carré va tuer la racine, ouais d'accord, mais il faut être sûr que ce qui reste c'est positif. Donc c'est soit c'est un au signe près en fait. Soit c'est sinus t, soit c'est moins sinus t. Mais là sinus t est positif, donc je vais pouvoir éliminer le carré et la racine carrée. Parce que si on est rigoureux, la valeur absolue doit apparaître, hein, et je vous rappelle que racine carrée de a au carré, c'est égal à valeur absolue de a.
pour être sûr, mais si A est positif, vous pouvez enlever les barres de valeur absolue, il vous reste plus que le sinus. Donc j'utilise ma formule de changement de variable, et donc du coup, je reconnais ici ma fonction f, donc je vais utiliser f de x de t, donc ça va nous donner f de cosinus t, donc ça nous donne en fait sinus t, hein, si vous avez calculé ça, bah, ça nous donne sinus t, et la dérivée donc x' qui est là, ça nous donne moins sinus t dt. Alors ici, le moins, vous pouvez le sortir de l'intégration, sinus t, sinus t au carré, et vous intégrez par rapport à t. Alors là, on est sur une... alors c'est même une fonction composée encore, hein. On passe par la fonction qui à t associe sinus, t, puis ensuite on l'élève au carré. Donc, mais on va voir en détail toutes ces fonctions trigo, comment on peut faire. On va utiliser une formule de linéarisation, pas mal de formules de trigo qu'il va falloir apprendre. Vous aurez un formulaire, hein, je vous rassure. Mais sin carré t, il y a une formule, c'est 1 moins cosinus t, le tout divisé par 2. Donc qu'est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle linéariser. Pourquoi linéariser? Parce que, en fait, ce qui m'embêtait, c'était le carré qui était là. Et du coup, ben, avec cette formule-là, j'ai plus de carré. Donc je vais remplacer. Donc si je regarde, alors faites attention, hein, parce que moi j'ai un signe moins qu'il ne faudra pas oublier. Mais moi je vais travailler que sur l'intégrale, il ne faudra pas oublier de rajouter un signe moins après. Donc si je remplace avec ma formule de linéarisation sin carré t par 1 moins cos de t sur 2, eh bien mon intégrale, je peux la couper en deux. Donc je vais avoir une primitive de 1,5, c'est t sur 2. Et une primitive de moins cos de t sur 2, ben, ça nous donne moins sin de t sur 2. Et puis plus la constante d'intégration, bien évidemment. Donc ça, on va plus travailler ça en... Ça va un peu se clarifier dans les je vous rassure. Alors, ici, si x de t, on l'a posé comme étant cosinus t, t, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut la fonction réciproque du cosinus, c'est-à-dire l'arc cosinus x. Donc si je remplace mon changement de variable, hein, je vais remplacer la fonction de x, hein, puisqu'au final, moi j'ai intégré des pop x, c'était au départ, il faut toujours à la fin avoir des x. Donc moi t, c'est juste une variable qui transitoire, juste pour me permettre d'intégrer. Donc l'intégrale de la racine carrée de 1 moins x carré dx, si je remplace t par arc cosinus x, je vais donc avoir, en fait, souvenez-vous, il y avait un signe moins devant tout ça. Donc ça va me donner moins arc cosinus x sur plus sinus de 2 fois arc cosinus x. Attention, c'est le sinus de tout ça, hein. Ici, je devrais mettre décroché si j'étais plus rigoureux. Le tout sur 2 plus une constante d'intégration.